qu'on puisse avoir. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette matinée technique du programme Territoire de Zéro Waste France. On va parler aujourd'hui, pardon s'il y a des petites interférences, on va parler aujourd'hui de sport et de réduction des déchets dans le sport et se demander comment est-ce que les collectivités peuvent réduire les déchets issus des pratiques sportives sur le territoire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, très rapidement, je vous fais une toute petite intro sur l'association Zero Waste France. On est donc une association citoyenne qui œuvre pour la réduction à la source des déchets et du gaspillage. On a plusieurs missions, mais on a notamment une mission d'accompagnement des collectivités à la réduction des déchets à travers le programme Territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on propose ce genre de matinée technique. Nos autres missions, c'est une mission de plaidoyer pour faire bouger les politiques à la fois nationales, européennes et locales en matière de réduction des déchets, et aussi d'informer et de sensibiliser les citoyens sur les divers sujets de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Je voulais vous dire, si vous avez des questions, des problèmes de son, n'hésitez pas à parler sur le chat. Moi, je vais essayer d'être le plus réactif possible. Et si jamais, vous pouvez aussi lever la main ou alors carrément me couper si c'est important. Voilà. Je vous propose, moi, de faire une très rapide introduction sur le sujet, mais on va assez rapidement passer aux retours d'expérience qui sont le plus intéressants. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui un intervenant, Emmanuel Boissier, qui est chef de projet du programme Sport Zéro Plastique de l'Agence parisienne pour le climat. Elle va vous parler notamment de tout ce que l'Agence parisienne pour le climat fait pour accompagner les clubs sportifs de Paris. Bonjour Emmanuel. Également Stéphanie Chappet qui est chargée de mission de prévention à l'aglo de Saumur, qui nous parlera aussi du programme qu'ils ont mis en place pour accompagner les clubs sportifs. Également Emmanuel Panetier, chef de projet économie circulaire du Valtom, qui nous parlera aussi de ces initiatives. Et enfin Jérôme Scherer de l'association Zéro Déchet Besançon, qui présentera toutes les initiatives que l'association porte sur le territoire. Est-ce que tout va bien? Le son est bon? Tout est OK pour l'instant? OK, bon, bah, Oui, super. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, juste un rapide mot d'introduction, même si je me doute que si vous êtes là, c'est peut-être des éléments que vous avez déjà en tête et qui, du coup, vous importent. Nous, Zero Waste France, on s'est intéressé il y a quelques années au sujet du sport parce que, pour plusieurs raisons, déjà, on s'est rendu compte que c'était générateur de déchets, à la fois en termes d'organisation de manifestations sportives, mais aussi en matière de pratiques sportives au quotidien. On a un chiffre clé qui nous saute aux yeux à chaque fois qu'on le voit, c'est qu'on considère que 2,5 tonnes de déchets sont générés par une manifestation de 5000 personnes en moyenne. Et on sait qu'il y a 2,5 millions de manifestations sportives qui sont organisées chaque année en France. Donc ça, c'est des chiffres avant Covid, mais on sait que voilà, les événements reprennent de plus belle depuis cette année. Donc le calcul est assez vite fait qu'en termes d'organisation d'événements, le sport est particulièrement générateur de déchets. En parallèle de ça, on sait aussi que le sport, il est particulièrement mobilisateur. On a 40 millions de Français qui pratiquent le sport de manière régulière, hebdomadaire. Donc, c'est un vecteur de sensibilisation à la démarche zéro déchet qui est important. Et pour nous, ça nous semblait en fait un bon levier d'utiliser le sport pour faire passer des pratiques zéro déchet au quotidien des sportifs. Donc, nous, ce qu'on a fait Zero Waste France, notamment, c'est qu'on a publié un guide d'action pour accompagner les organisateurs d'événements sportifs à la réduction de leurs déchets. Mais on accompagne aussi les collectivités à réduire plus globalement leurs déchets dans le secteur du sport. Un point qui me semblait important de soulever avec vous, c'est ce que dit la loi AGEC sur le secteur sportif.
ou en tout cas ce qui peut toucher le secteur sportif dans la loi AGEC. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est au niveau des bouteilles en plastique. Donc, vous le savez, la France a pour ambition de supprimer le plastique à usage unique d'ici 2040. Elle a supprimé les gobelets en plastique à usage unique, les couverts, les assiettes, les sacs plastiques qui peuvent intervenir dans les événements sportifs. Il y a deux petites nuances aussi de la loi qui sont importantes. C'est qu'elle a interdit la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans des établissements recevant du public, donc potentiellement dans des stades. Donc ça, c'est un point important. Et le deuxième, c'est qu'elle a interdit aussi les clauses contractuelles qui imposent la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique dans le cadre d'événements festifs, culturels ou sportifs. Donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un sponsor comme Coca-Cola, pour ne pas le citer par exemple, ne peut plus aujourd'hui imposer à un événement sportif de fournir des bouteilles en plastique. Donc, c'est un rapport de force qui se rééquilibre en faveur de l'organisateur et de la réduction des déchets, qui peut, peu importe le sponsor qu'il a, proposer uniquement des contenants réutilisables, par exemple, pour ses boissons. Un autre élément important que dit la loi, c'est qu'il oblige désormais depuis le 1er janvier 2022 tous les établissements qui reçoivent du public de plus de 300 personnes à avoir des fontaines à eau pour que le public puisse remplir leurs gourdes, par exemple. On voit bien qu'on passe aussi d'une interdiction de bouteilles en plastique à une obligation d'avoir une solution pour du réutilisable. Donc déjà, ces trois éléments-là, c'est voilà, bon à les avoir en tête, ne serait-ce que pour faire le point en interne, si ces éléments-là sont respectés et si notamment cette nouvelle disposition du décret de janvier 2022 a commencé à être mise en place dans les établissements qui reçoivent du public, mais particulièrement dans des stades. Une fois qu'on a parlé de la loi, moi, je voulais juste vous parler de quelques leviers, nous, que Zero Waste France, on essaye de pousser au maximum auprès des collectivités pour réduire les déchets dans le sport. Voilà, c'est des exemples lancés pour justement que les expériences et les intervenants qui vont parler juste après puissent rebondir et nous partager vraiment leur expérience sur le sujet. Mais une des pistes clés, ça peut être la mise à disposition auprès des associations sportives d'un kit de vaisselle réutilisable ou alors le soutien à l'achat mutualisé d'un kit de vaisselle entre les différents clubs sportifs notamment, parce qu'on se rend compte qu'ils ont souvent les mêmes besoins et que plutôt que acheter chacun son kit, il y a une mutualisation qui est possible. À ce sujet, vous le savez déjà peut-être, mais c'est toujours bon de le rappeler, nous on propose un WeKit à la maison à la maison du zéro déchet à Paris qu'on met à disposition des clubs sportifs. Et on a notamment un guide pour monter et créer son kit de vaisselle réutilisable qui est accessible sur notre site internet. Le deuxième, c'est d'accompagner les clubs à réduire leurs déchets. Puis là, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il va y avoir des exemples très intéressants juste après. Et en parallèle, de conditionner les aides et les subventions que les collectivités donnent aux associations, les conditionner à la réduction des déchets des clubs et aux efforts qu'ils font pour tenter de réduire notamment le plastique à usage unique. Mais aussi travailler main dans la main avec les clubs professionnels pour les inciter à l'exemplarité en matière de réduction et notamment de gestion des déchets, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gros stades et les gros clubs n'ont pas forcément encore toutes les clés en main pour à la fois réduire, mais surtout ne serait-ce que gérer et faire le tri des déchets. Donc ça, c'est un levier qui peut être aussi intéressant. Et puis enfin, on en parlera avec Jérôme tout à l'heure, mais soutenir les initiatives de réemploi dans le secteur sportif. Il y a aujourd'hui de nombreuses initiatives qui voient le jour sur les territoires, notamment des recycleries sportives, pour ne citer qu'elles. Et voilà, ça peut être un moyen aussi de soutenir la réduction des déchets que de favoriser à la fois la recherche de local ou de financement de ces initiatives. Sans transition, je vais laisser la parole à Emmanuel Boissier. Emmanuel, tu peux vérifier, normalement tu peux partager ton écran. D'accord. Tu vas me dire si c'est le cas, sinon je vais tout de suite te donner accès.
Hop, je vais arrêter le partage. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez ma présentation? Tout à fait. Oui, Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager donc ce retour d'expérience du projet Sport Zéro Plastique qu'on a développé à l'Agence parisienne du climat. Vous voyez bien ma slide principale ou vous avez le déroulé sur le côté? On a le déroulé sur le Ah côté. oui, mince. Alors, je vais changer la... euh, Je vais juste changer l'affichage avant de commencer. Est-ce que là, c'est bon ou toujours pas? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Le projet Sport Zéro Plastique, c'est un projet qu'on a lancé à l'Agence parisienne du climat en 2019. Notre objectif principal, c'était dans la perspective des Jeux olympiques de 2024, pour lesquels la ville de Paris s'est fixé l'objectif de mettre fin au plastique à usage unique, d'engager une dynamique aussi dans le milieu sportif amateur. Pour les mêmes raisons que tu as citées, Laura, parce que ce sont des acteurs qui à la fois sont producteurs de déchets, mais surtout qui ont la capacité de transmettre des valeurs et des changements de comportement, et notamment auprès d'acteurs que nous, à l'Agence parisienne du climat, on a du mal à toucher. On a tendance à, à accueillir dans nos événements des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces sujets, et en intervenant auprès de clubs sportifs, on va pouvoir toucher des personnes qui sont moins sensibles de base à ces sujets. Pour nous présenter déjà à Excuse-moi, l'agence, Emmanuel. oui. Je te coupe juste. On a comme un carré qui dit légende et sous-titres instantanés en plein milieu de la présentation. Est-ce que tu la vois? Si tu cliques sur OK, a priori, ça Ah va oui, c'est ça. s'enlever. Ok, pardon. Voilà, parfait. Euh, l'Agence parisienne du climat, c'est une agence qui a été fondée par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la CPCU et EDF en 2011. Et notre mission, c'est d'accélérer les politiques de transition écologique sur le territoire parisien. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner la rénovation énergétique du bâtiment en copropriété, et on intervient également sur d'autres sujets comme le zéro déchet, le zéro plastique, notamment avec ce projet Sport Zéro Plastique. Ce projet, il a pour but d'accompagner deux équipements sportifs qui appartiennent à la ville de Paris, et de transmettre et sur cette base d'expérimentation, faire avancer l'ensemble des 2500 clubs qui utilisent des équipements sportifs parisiens. C'est un projet qu'on mène en partenariat avec la ville de Paris, la mairie du 19e et du 13e. On est financé par l'ADEME Île-de-France et Maïf. Et on intervient avec d'autres acteurs du monde associatif qui sont impliqués sur les questions de développement durable et de sport. Donc, on a quatre grands axes sur ce projet. On intervient à la fois auprès des clubs, à la fois auprès des directeurs d'équipement, et on s'intéresse aussi aux organisateurs d'événements sportifs de taille moyenne, qui sont voilà, qui organisent aussi beaucoup d'événements sportifs qui peuvent être très générateurs de déchets dans les équipements sportifs de la ville de Paris. Et enfin, notre quatrième axe, c'est comment essaimer au maximum ces bonnes pratiques qu'on aura identifiées grâce aux acteurs qu'on accompagne. Euh, pour commencer, notre accompagnement des établissements sportifs parisiens, donc il se fait, je l'ai déjà dit, sur la base de projets pilotes. On accompagne l'Adoumeg dans le 19e, qui est un équipement qui accueille entre 1500 et 2000 personnes par jour.
et Carpentier dans le 13e qui accueille entre 2500 et 3000 personnes par jour. Ce qu'on a fait pour essayer de faire avancer le sujet de la réduction du plastique depuis 2019, c'est qu'on accompagne donc les directeurs sportifs. On a organisé des ateliers et des entretiens individuels auprès des clubs usagers de ces établissements et des agents pour essayer d'identifier les freins et les leviers à la réduction du plastique. On a aussi fait réaliser un diagnostic déchets par un prestataire externe qui est venu donc analyser le système de gestion des déchets sur l'établissement et regarder quel type de déchets on trouvait dans les poubelles de l'établissement et si donc le système de déchets était à la mesure. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que près de 60% des déchets qu'on retrouve qui sont jetés sur cet établissement sont recyclables et qu'on a une quantité de verre qu'on n'estimait pas et qui est très peu captée, 26% en masse de verre et 8% de bouteilles plastiques. On a compté, on a évalué à 17 000 le nombre de bouteilles plastiques qui sont jetées par an, donc 90% de bouteilles d'eau. Donc il y a vraiment un intérêt à cibler la bouteille d'eau dans notre communication. Notamment parce que c'est un déchet qui est facile à substituer par une gourde. Et on s'est amusé à calculer que si on mettait toutes ces bouteilles d'eau les unes au-dessus des autres, ça équivalait à la hauteur du Mont Blanc sur une année. Donc voilà, c'est pas un déchet qui est anodin. On a aussi fait des recommandations auprès de la ville. Donc de former les agents qui eux-mêmes reconnaissaient ne pas avoir le niveau d'information suffisante sur où mettre les déchets, quand présenter les déchets recyclables, etc. Faire de la sensibilisation aussi auprès d'eux. Donc, c'est quelque chose qui est... ces formations sont en train d'être prévues par la ville de Paris en partenariat avec le WWF et la ville de Paris aussi. Ils ont installé des abri-bacs et des nudges pour changer le comportement des usagers de ces établissements. Donc, les abri-bacs, c'est la photo que vous voyez à droite. C'est l'installation je dirais presque des premières poubelles de tri sur ces grands équipements sportifs pour permettre de plus facilement trier les déchets. Sachant que le diagnostic déchets avait montré que la présence de dispositifs de tri était insuffisante sur l'équipement. Et puis au niveau des nudges, donc c'est un test qui a été fait par le WWF pour essayer de trouver des moyens de mettre en visibilité notamment les fontaines à eau qui existaient déjà sur l'équipement. Et de donner des messages pour que les usagers pensent plus automatiquement à ramener leur gourde. Donc, ça, c'est les différentes mesures qu'on apporte vraiment au niveau des directeurs d'établissement. Après, on a aussi beaucoup accompagné les clubs amateurs. Donc, je vous l'ai déjà dit, il y a 2500 clubs amateurs sur le territoire parisien. Nous, on a accompagné 10 en particulier qui se sont portés volontaires pour participer au défi Sport Zéro Plastique, où donc les clubs sont en compétition pour inventer le meilleur projet de réduction du plastique à usage unique dans le sport. On a des projets de clubs multisports, de clubs de beaucoup de sports différents et avec un nombre d'adhérents assez différents qui permet de vraiment avoir toute une variété de projets mis en place qui peuvent inspirer après les autres clubs amateurs parisiens. Donc, ce défi, il a eu lieu entre janvier 2022 et avril 2022. Et sur la base des idées que les clubs ont mis en œuvre, on va publier un guide à destination de tous les clubs amateurs qui s'appellera 40 ou 50 mesures pour réduire le plastique à usage unique dans le sport amateur parisien et qui reprendra donc toutes ces expérimentations avec le retour d'expérience des clubs.
Voilà, et notre dernier axe vraiment d'action, c'est accompagner un organisateur d'événements sportifs. Et c'est un projet qu'on met en œuvre en partenariat donc, avec Zero Waste France. On va accompagner le club professionnel Paris Basket qui organise ses championnats sur la Halle Carpentier, donc un équipement public qui organise donc 4 matchs par an, qui accueille du public. Et l'objectif, c'est non pas d'organiser une fois un événement exemplaire, mais de lui permettre de rédiger un plan de sortie du plastique à usage unique, notamment sur plusieurs années, parce que des fois, on a des contrats avec des fournisseurs qui nous engagent sur plusieurs années et on ne peut pas forcément répondre à tous les problèmes tout de suite. Donc, ça permet d'échelonner les actions dans le temps. On va aussi faire réaliser un diagnostic déchets, ce qui va permettre d'informer aussi la ville de Paris sur le type de déchets qui sont produits par ces équipements et d'identifier peut-être des mesures à mettre en œuvre pour permettre aux organisateurs d'événements qui utilisent les équipements publics voilà, de prévenir les déchets et de les éviter à la source. Voilà ce que je voulais vous présenter sur nos différents axes. Maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est sur la base de ces expérimentations, produire un maximum de contenu pour aider l'ensemble des clubs. Et donc, sur notre site Internet, vous pouvez trouver plusieurs outils qu'on a développés. Le premier, donc, c'est de permettre l'emprunt gratuit de gobelets pour les clubs amateurs. Donc, on a ouvert un centre d'emprunt au cabanon de la place des Fêtes du 19e arrondissement, qui donc permet aux clubs qui s'inscrivent sur notre site internet d'emprunter des gobelets. On va aussi en ouvrir un prochainement via le Wikit, où on va venir abonder le stock du Wikit pour les clubs, les clubs sportifs. Et dans le 19e arrondissement, la mairie va afficher dans tous les équipements sportifs des affiches pour faire connaître ce dispositif d'emprunt. On a aussi mis en place des éco-box qui sont des boîtes dans lesquelles on peut rapporter son matériel sportif usagé qui est ensuite collecté par une association, la recyclerie sportive, donc de l'ESS, qui va réparer, remettre dans le circuit ce matériel sportif usagé pour ouvrir l'accès au sport à tous et à toutes. On a aussi donc une plateforme, notre site Sport Zéro Plastique, sur lequel on publie des articles qui décrivent les retours d'expérience de chaque club pour inspirer les clubs d'autres villes et des autres arrondissements de Paris. Et on publie aussi des recommandations sur des sujets spécifiques comme la distribution de gourdes. Est-ce que c'est forcément une bonne idée? La réponse, c'est non. La distribution de gourdes automatiques en début d'année, c'est une idée que beaucoup de clubs ont. Seulement, au final, souvent, les adhérents ont déjà des gourdes et une gourde qui n'est pas utilisée, c'est un déchet. Voilà comment emprunter des gobelets réutilisables, 5 mesures zéro plastique qu'on peut faire adopter à son club de sport ou ce qu'on peut mettre dans son règlement intérieur. Prochainement, si ça vous intéresse, on va publier un article sur les mesures qu'on peut prévoir dès aujourd'hui dans l'été pour préparer une rentrée sportive zéro plastique et notamment préparer le fait qu'on va demander à tout le monde de manière obligatoire de venir avec une gourde au même titre que les crampons sont obligatoires pour la pratique du foot. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait partager ces articles auprès de vos clubs sportifs. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a aussi donc un centre de ressources avec des fiches pratiques qui répondent aux questions pratiques que nous ont posées les clubs sur différents sujets, notamment comment est-ce qu'on passe à l'éco-cup, combien ça coûte, quel système on met en place pour les gérer, qu'est-ce qu'une buvette zéro déchet, ou comment organiser une collecte de déchets. Et on a aussi un quiz quand les clubs souhaitent parler du plastique aux enfants. On a repris les grands chiffres sur le plastique en essayant de les imager pour essayer d'aider les clubs à faire de la sensibilisation
auprès de leurs adhérents et en particulier des enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez diffuser pratiquement. Et on publie aussi une newsletter qu'on encourage tous les clubs intéressés à... on les encourage à s'abonner à cette newsletter pour découvrir les retours d'expérience des clubs et nos recommandations. Voilà, donc à la rentrée, on va publier un guide sur les mesures pour supprimer le plastique hygiénique dans le sport et faire la remise des prix du projet Sport Zéro Plastique, publier des vidéos aussi sur le retour d'expérience. Alors, je ne sais plus où j'en suis au niveau du temps, mais si j'ai encore 5 minutes, je peux vous présenter un retour d'expérience d'un club ou sinon Une petite minute, Emmanuel, ça Oui, marche en d'accord. une minute? Alors, Merci. je voulais juste vous montrer l'Union nationale du sport scolaire, qui fait partie du défi Sport Zéro Plastique, qui a mis en place un super chouette projet pour sa journée nationale du sport scolaire qui avait lieu à la Doumeg. Pour réduire les déchets, ils avaient 1000 enfants qui venaient avec leur pique-nique. Donc, ils ont organisé un pique-nique, un concours du pique-nique pour les classes qui produiront le moins de déchets. Les enfants se sont bien pris au jeu, les professeurs étaient ravis. Et pour les 200 intervenants qui proposaient des ateliers aux enfants sur la journée, ils ont fait une lunchbox zéro plastique. Ils ont remplacé les desserts par des fruits frais, les plats par des sandwichs emballés dans du papier. Au niveau du rafraîchissement, ils ont prévenu tous les intervenants qu'il n'y aurait pas de distribution de bouteilles d'eau pour qu'ils puissent prévoir leurs gourdes. Ils ont installé des bonbonnes d'eau lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de fontaines à eau à proximité du lieu où ils étaient et distribué des gobelets à tous les enfants avec un système de récupération des gobelets à la fin. Ils ont bien prévenu une mesure très importante quand on fait des changements pour réduire les déchets, c'est de bien prévenir tout le monde. Eux, ils ont fait une fiche à destination des professeurs, des intervenants sur toutes les mesures pour limiter le plastique. Il y a eu aussi des ateliers de sensibilisation au tri des déchets pour les enfants. Lors de cet événement. Et au niveau de la signalétique, ils font aussi des choses intéressantes quand ils réutilisent leur signalétique d'une année sur l'autre en faisant attention à ne pas dater donc ces affiches. Ils ont supprimé les serflex en plastique et ils utilisent de la corde et ils réutilisent la rubalise d'un événement sur l'autre. Voilà. Et au niveau des goodies, ils ont prévenu en amont leurs partenaires de ne pas avoir de goodies et fait de la récupération de textiles pour un textile distribué, il fallait ramener un autre textile à donner. Voilà, et ils ont aussi supprimé les goodies en offrant des places pour des matchs sportifs aux lauréats des différentes compétitions qu'ils peuvent organiser. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter et si jamais vous avez des questions, avec plaisir. Super, merci beaucoup pour tous ces éléments passionnants. Est-ce que vous avez des questions à poser à Emmanuel? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le pouvez, lever la main ou poser vos questions dans le chat. Alors, je crois qu'on t'entend plus. Ah. J'ai une main levée, j'arrive pas à voir qui c'est. Mince. Je suis Léa désolée. Ferrano pour Montpellier. Parfait, merci. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience. Les articles, ils sont les articles que vous proposez, en plus de la newsletter, j'ai marqué, et en plus du centre de ressources. Donc, centre de ressources et les articles, ils sont en libre accès pour tout le monde ou uniquement pour les clubs sportifs ou un public un peu... Non, c'est un site sur lequel n'importe qui peut se connecter. Et vous pouvez aussi reprendre les articles en nous prévenant et en citant la source si possible. Nous, l'objectif, c'est que ce soit diffusé un maximum. D'accord. Ah oui, on peut carrément reprendre vos articles.
en vous citant et en vous, évidemment, en mettant les sources, mais c'est même pour les collectivités, ce serait possible. Oui. Ah, ça, c'est génial. Merci. Et du coup, oui, quel est le site? Ah, pardon. Alors oui, c'est un élément important. C'est www.sport0plastique.fr. Ah oui, ok. Merci. Voilà, et là-dessus, vous retrouverez donc la rubrique actualité, la rubrique ressources, où on a aussi mis le guide qu'on recommande vraiment à tous les clubs de Zero Waste sur mon événement sportif Zéro Déchet. Et d'autres ressources qu'on n'a pas forcément créées nous, mais qui sont utiles pour les clubs. Merci. Merci Avec beaucoup, plaisir. Célia, pour cette question. Il y a une question d'Evelyne. Combien d'agents sont mobilisés pour ce projet? À l'Agence parisienne du climat, on est 3, pas à temps plein dessus. 2 salariés et donc ça doit faire un temps plein. Donc c'est un projet qui mobilise relativement beaucoup de ressources. Mais comme il y a vraiment une opportunité avec l'organisation des Jeux Olympiques pour faire accélérer les choses sur ce sujet, on a décidé de s'engager sur ce projet à l'Agence parisienne du climat. Super, merci. Et comment gérer la caisse des éco-cups, notamment la reprise par les fournisseurs? Se demande Vanessa. Alors, nous, on a acheté un stock d'éco-cups qu'on met à disposition donc, du CAPLA dans le 19e arrondissement et de la maison du zéro déchet dans le 12e arrondissement. L'emprunt, il est gratuit. Mais il y a une caution qui est demandée et le gobelet manquant est facturé 2 euros. C'est plus que la caution habituelle sur un gobelet, mais c'est parce que on veut tester cette mesure pour que le retour de tous les gobelets soit vraiment incitatif, à savoir que une éco-cup qui serait utilisée moins de 7 fois a un impact environnemental négatif parce qu'en fait, il y a plus de plastique dans un gobelet réutilisable et s'il n'est pas assez réutilisé avant d'être jeté, voilà, c'est plus de plastique qui est incinéré au final. Super, merci beaucoup. Et ça a mis combien de temps de mettre en place tous ces éléments-là pour ce projet Sport Zéro Plastique? Ça a mis beaucoup de temps. Donc, on a commencé en octobre 2019. Le système d'emprunt d'EcoCup, il est en place depuis le mois d'avril, mais on n'a pas suffisamment communiqué jusqu'ici. Donc, on a eu peu d'emprunts. Donc, oui, c'est vrai que c'est des projets qui font porter... qui portent leurs fruits au bout d'un certain temps. Les clubs, on les a accompagnés 6 mois avant qu'ils commencent à mettre en place leur action. Et donc, ils ont mis en place leur projet entre janvier et avril. Et si les éco-cups font l'objet d'une convention, oui, nous, on a besoin de faire signer une convention à la fois avec l'établissement qui reçoit le stock et avec le club qui les emprunte pour pouvoir les facturer s'il y a des gobelets qui ne sont pas rendus. Début avril 2022. Les projets des clubs, ils ont été mis en place. Chaque club a mis en place son projet quand c'était le plus opportun pour lui, mais c'était entre janvier 2022 et avril 2022. Merci beaucoup Emmanuel. Et s'il y a d'autres questions, on pourra tous échanger à la fin ensuite sur les projets. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphanie qui va nous parler des actions mises en place à Saumur. Je vais partager l'écran tout de suite. Je te laisse la parole Stéphanie. Bonjour à tous. Donc désolée, vous ne me voyez pas, donc vous verrez que ma présentation, mais voilà, des petits soucis techniques. Donc moi, je suis contente d'avoir vu le travail d'Emmanuel Boissier parce que du coup, on a beaucoup de points qui se
recoupe et je me dis voilà, sur un petit territoire un peu plus rural, et finalement on est pas loin des choses faites sur les plus grands territoires dont Paris. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça conforte dans ce qu'on fait. Donc nous sommes dans le Maine-et-Loire, dans le 49, et du coup moi je travaille pour Saumur Agropropreté. Notre nom de marque c'est Kyriel parce qu'on a changé de territoire, il fallait un petit peu changer de nom pour que tout le monde puisse se reconnaître. Nous sommes en contrat de quasi-régie avec l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire qui compte depuis janvier 2022 100 000 habitants au total. Notre accompagnement par rapport à cette démarche des assos zéro déchet est inscrit dans notre programme local de prévention des déchets. C'est même notre action numéro 6 où on a cumulé donc toutes les démarches zéro déchet que l'on a mis en place. Et donc au niveau de la deuxième slide, comme vous allez pouvoir le voir, nous on a commencé depuis 2015 par le lancement des écoles zéro déchet, donc qui sont accompagnées durant chaque année scolaire. Et du coup, depuis l'année scolaire 2015-2016, ça fait 17 écoles diplômées. Et cette année, donc, on en a toujours trois nouvelles en accompagnement. Et voilà. Et du coup, on avait créé d'abord cette école zéro déchet, cette démarche. Et puis, petit à petit, on a eu des demandes diverses et variées d'acteurs du territoire, comme des communes, des associations sportives, des entreprises aussi, et puis des établissements autres. Donc voilà. Donc du coup, on s'est dit on va dupliquer cette démarche-là et on va l'adapter, bien entendu, à ces différents types de structures. En parallèle, on a aussi des accompagnements plus simples, comme juste mettre en place le tri ou avoir de la petite sensibilisation. Donc, on fait des choses en dehors de ces démarches zéro déchet. On n'est pas obligé de conventionner spécifiquement pour aider, pour accompagner, pour répondre aux demandes des structures du territoire. Voilà, donc pour rentrer un peu plus en détail de la démarche asso zéro déchet, donc c'est une convention tripartite que nous signons, que nous réalisons avec la ville de Saumur qui est propriétaire des établissements recevant du public et avec l'association qui souhaite être accompagnée. La ville de Saumur, pour son accompagnement, va équiper les établissements avec la mise en place de mégotiers, de poubelles, de panneaux informant les démarches mises en place. Et depuis cette année 2022, on va réaliser une remise de trophées en bonne et due forme. Et la ville de Saumur va aussi récompenser, aider financièrement les clubs qui auront mis en place des mesures de tri ou de réduction des déchets. Pour notre part, Saumur Agropropreté, notre accompagnement, c'est la réalisation d'un diagnostic des déchets. Donc, on va sur place, on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau de leurs poubelles. Ensuite, on définit avec eux les actions à porter durant l'accompagnement. On essaie de les mettre en place, on les suit, on voit ce qui marche pas, et quels sont les leviers pour essayer que ça fonctionne mieux. En parallèle à ça, on réalise des sensibilisations. Donc, je suis aidée pour ça par mes collègues animateurs qui interviennent auprès d'enfants, mais aussi d'adultes sur diverses thématiques. Et puis, à côté de ça, il y a une grosse communication à faire sur cette démarche-là, que ce soit en dématérialisé ou par le biais d'affiches, panneaux, Internet, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un gros boulot. On est aidé là par un chargé de com. Et jusqu'en 2021, on faisait une aide financière au club qui, en lien avec cet accompagnement-là, et les clubs donc devaient faire le choix d'utiliser cette aide pour acheter des gobelets, pour acheter des poubelles, pour acheter des choses qui pouvaient leur manquer pour réaliser cette démarche. Donc au niveau des actions choisies par ces
associations sportives ou clubs, souvent la première action, parce qu'elle est beaucoup plus visible que les autres, c'est le tri des déchets. Donc ça, c'était mise en place du tri au niveau de l'intérieur des bâtiments, autour des gradins, au niveau des vestiaires, au niveau du clubhouse, mais aussi autour des stades. Toujours avec le biais de mise en place du tri, c'était de la sensibilisation. Donc ça, c'est important, hein. Sensibilisation des jeunes, mais aussi des adultes. Sensibilisation des parents, des enfants licenciés, mais aussi des encadrants, du président, etc., le CA. Donc c'est important aussi de les inclure dans la boucle. C'est souvent aussi des moteurs. Ce qui a beaucoup marché, c'était l'achat de gobelets réutilisables. Donc, il y a beaucoup de clubs qui se sont équipés grâce à la subvention qu'on leur versait. Il y a aussi un petit peu de carafes, de poubelles et autres mobiliers. On a aussi été invités à différents événements que les clubs pouvaient organiser à la mise en place d'un petit stand pour essayer de sensibiliser les gens à la réduction des déchets et au tri. Voilà, donc ça permettait de toucher des gens qu'on ne peut pas voir lors des animations de nos animateurs dans les écoles qui interviennent vraiment beaucoup par le biais des écoles. Donc là, ça permettait de drainer un public complètement différent qu'on n'aurait pas pu attraper autrement. Donc c'est plutôt intéressant de travailler pour ça avec les assos sportives. La mise en place du compostage a été aussi plusieurs fois sollicité, demandé par ces associations-là. Et enfin, certaines ont essayé de travailler sur la réduction des emballages lors de leurs achats, notamment pour les consommations du clubhouse qui sont vraiment génératrices de beaucoup de déchets. Voilà, de toute façon, c'est le cœur de la problématique des assos. Ce sont vraiment lors des événements que les déchets sont les plus produits. Et non pas dans la vie de tous les jours du club où il y a les entraînements, où là c'est plutôt en termes de déchets assez réduit. Hein. Donc voilà. Donc ensuite j'ai mis des petites photos. Donc là vous avez un petit composteur et puis un gobelet type. Voilà. Donc ça, ces gobelets là, on peut aussi les mettre en. Nous on ne fonctionne pas à la gratuité, mais plutôt en location. Donc ça doit être 5 € la caisse de gobelets, 200 gobelets, et on a une structure qui nettoie, qui récupère ça les gobelets, qui les nettoie et qui les remettent en service ensuite derrière. Donc au niveau des actions des assos, donc on a des petites photos après de différents moments, des moments beaucoup de sensibilisation où on est soit en salle, là on a une photo du dojo. On a pour les footeux aussi, donc en extérieur. Donc les animateurs à chaque fois essayaient de s'adapter au sport en lui-même. Voilà. Et puis en bas on a plutôt le basket. Et tout en bas à gauche, on avait mis en place des petits bacs pour récupérer soit des bouchons plastiques ou soit des vêtements usagés qui étaient ensuite récupérés par des associations en vue de les valoriser derrière. Donc voilà, et ensuite vous avez un petit peu les supports de com qu'on a pu mettre en place pour les assos, que ce soit des affiches de tri, des panneaux qui ont été mis en place dans les différentes salles, et puis tout ce qui était la charte internet. Voilà, donc le biais com, c'est vraiment un biais important. Faut vraiment pas lésiner sur ça, utiliser un maximum de chemins, de biais pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et puis voilà, répéter, hein, la sensibilisation, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut sans cesse répéter les mêmes messages pour qu'ils puissent toucher les cibles là où il faut. Et ensuite, donc sur notre site internet, donc on a vraiment relayé tous les clubs sportifs. Là, on en a 6, on en a un 7e qui a demandé à être dans la démarche. Donc on essaie de les mettre à l'honneur, de bien expliquer ce qu'ils ont pu mettre en place sur leur club et qu'ils puissent entre eux aussi se mettre en contact, échanger et donner envie aussi à d'autres clubs de se lancer dans cette démarche.
Et enfin, pour terminer, moi, je voulais mettre l'accent sur les points de vigilance pour la démarche, les choses vraiment importantes pour que ça fonctionne bien. Et c'est pas facile. Le premier, c'est la durée de la convention. On était souvent au tout début en saison sportive. Alors, la saison sportive, c'est vite fini. Donc voilà, nous là, on fait une nouvelle convention avec la ville de Saumur qui est plutôt sur 3 ans et avec chaque année une nouvelle action à porter pour les clubs, pour vraiment que aussi cette convention puisse aller dans la pérennité, donner envie. Voilà, on se lance un challenge au moins par an et on essaye de s'y tenir et de le réussir et voilà. Ensuite, au niveau de l'implication de l'association, il est important d'avoir plusieurs personnes qui montent le projet parce qu'une seule personne, voilà, si elle part, on n'a plus personne. On anime tout seul et ça c'est compliqué et c'est pas à nous d'animer. Il faut vraiment que l'asso soit motivée et qu'il y ait un groupe de personnes, quelqu'un du CA, un éducateur, des parents, des profs, des enfants. C'est important qu'il y ait un groupe autour de ça pour pouvoir travailler, que ça se pérennise aussi dans le temps. On avait beaucoup de jeunes en service civique qui font ce travail-là, mais en service civique, ça se termine en fin d'année et puis il y a plus personne. Donc après, donc c'est compliqué après pour la suite. Voilà, donc bien avoir l'adhésion de toute l'équipe. Hein. Faut pas que ça émane que du président ou que de l'éducateur, ça c'est important. Voilà. L'important aussi, c'est de bien placer les sensibilisations au bon moment. Hein, ça, c'est pas facile parce que la vie du club, elle tourne. Ils ont déjà leurs événements de calés, ils ont déjà leurs entraînements de calés et il faut réussir à se faire une place. Faut essayer de négocier avec l'association, le club en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire comme thématique, donc bien définir les thématiques et à quel moment nous on puisse intervenir pour avoir l'écoute, l'adhésion d'un maximum de personnes. Voilà, et puis voilà une démarche qui a été encore un petit peu chamboulée par la crise sanitaire et qui a chamboulé beaucoup d'événements. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a lancé maintenant un conventionnement sur 3 ans. On s'est dit que ce serait plus facile à porter aussi. Donc voilà, il faut savoir aussi s'adapter quoi qu'il se passe, crise sanitaire ou autre. Donc ça demande aussi de la gymnastique au niveau de nous, les animateurs et autres qui doivent s'organiser, se réorganiser, se diversifier, répondre aux nouvelles attentes, on change de thématique, donc voilà. Donc voilà, ça je voulais vous porter ça à connaissance parce que pour moi ça me semble important de connaître ces points de vigilance. Donc voilà, pour ma part, j'ai terminé. Donc, merci, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ces retours précieux. En effet, c'est important d'avoir vos retours sur tout ça. Il y a une petite question aussi sur combien de personnes travaillent sur l'accompagnement des clubs? Combien de temps ETP pour un club, par exemple? Alors, j'ai pas entendu la fin de la question. Combien d'ETP pour un club, par exemple? Pour l'accompagnement d'un club? Pour l'accompagnement d'un club, nous, c'est des petits clubs, donc c'est pas un ETP plein. C'est les interventions. On a 2 animateurs qui peuvent y aller. Il y a moi qui fais tout ce qui est diagnostic, choix des actions et suivi des actions. C'est pas un ETP. C'est beaucoup moins qu'un ETP. Hein. On fait quelques événements par club, quelques rendez-vous et après voilà, faut que ça roule derrière quoi. Donc même pas un ETP par an pour un club. Après si on a plein de clubs, oui, ça commence à mais là à chaque fois on en a 2 par an, 2, 3 par an, donc c'est pas un ETP plein. Ça marche, super. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat ou à lever la main et prendre la parole comme l'a fait Célia tout à l'heure. Moi, j'avais une question en termes de nombre de clubs sportifs à accompagner. Ça correspond à combien? Donc, pour le moment, on était à 6.
Ok. Enfin, démarche asso, voilà. Donc, j'ai 6 sportives. Hein, ça, je l'avais mis sur la deuxième slide. Donc, on en a 6 sportives, mais on a aussi d'autres associations non sportives qui sont en démarche. Ça marche. Comment avez-vous démarché les clubs sportifs pour leur proposer l'accompagnement? Vous demande Anne-Flore. Alors, nous, on les a pas forcément démarchés. C'est eux qui sont venus pour la première en 2018 et venus nous trouver. Voilà, ils avaient vraiment ce projet-là à cœur. Du coup, on a lancé la démarche et c'est plutôt le responsable sportif de la ville de Saumur qui trouvait ça intéressant et du coup qui a un petit peu été voir les différents clubs, leur a parlé de ce que faisait le premier club de foot, l'AS Bayard, et du coup ça a fait ça a été entendu et ensuite d'autres clubs se sont lancés dans la démarche au fur et à mesure. Donc ça s'est plus fonctionné en bouche à oreille, tiens, tel club a fait ça, ça vous intéresserait pas, et puis voilà. Et en matière d'action mise en place par les clubs, vous avez vu une différence après l'accompagnement, même en termes d'implication et de sensibilisation sur le sujet? Oui. Donc ça, et puis même il y a eu un cheminement de fait par les personnes qui ont travaillé sur cette thématique-là, que ce soit les jeunes en service civique ou que ce soit un responsable de club. Je sais qu'il y en a un, du coup, il s'est mis au compostage chez lui, tout simplement. Le fait d'en parler, d'expliquer comment ça fonctionne, le fait de leur dire ça produit beaucoup de déchets, il faut essayer de réfléchir autrement, quand vous faites les courses du club, essayer de voilà. Donc on leur a apporté en fait une nouvelle vision des choses. Et puis c'est dans l'air du temps. Et puis il y a du tri partout. Et puis c'est vrai que c'était aussi pour l'image de leur club, avoir une meilleure image tout simplement, avoir aussi un club propre. Hein, quand il y a des déchets qui joncent partout au niveau des stades, ça fait moyen aussi. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Puis une dernière question, quel type de typologie de club en termes de nombre d'adhérents ou de salariés, à quoi est-ce que ça correspond? Les types de clubs que j'ai eu à faire? Ouais, c'est ça, typologie de club, le nombre d'adhérents et de salariés. Alors, au niveau des clubs sportifs, donc j'ai eu du foot, j'ai eu du basket, là j'ai le rugby qui vient de me contacter, j'ai eu du judo. Grosso modo, c'est basket, je l'ai dit. Grosso modo, c'est ça. Et puis, au niveau des salariés, souvent, j'ai un éducateur, j'ai un responsable, et puis je vais avoir peut-être un jeune en service civique. Donc, c'est vrai que 3 à 4 personnes, c'est bien pour faire un groupe, mais il faut que les personnes restent aussi assez longtemps pour pouvoir travailler sur la thématique et puis la pérenniser, quoi. Super. S'il y a d'autres questions à Stéphanie, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On lui posera à la fin. Merci beaucoup Stéphanie pour ces retours. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel Panetier du Valtom. Est-ce que vous pouvez prendre la main et puis partager votre écran? Bonjour à toutes et à tous. Alors, par contre, pour le partage, vous voyez la présentation? Ça arrive dans une... Oui, c'est bon. Super. Voilà, donc moi, je vais vous présenter l'opération Mon club de sport zéro déchet qu'on a lancé sur notre territoire en 2019. Donc, juste une brève présentation de notre territoire. Donc, le Valtom, c'est une collectivité publique qui a pour compétence le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés pour tout le territoire du Puy-de-Dôme, département du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire. Donc, en fait, on est composé de 9 collectivités adhérentes qui, elles, ont en charge la collecte des déchets. Donc, ça représente un territoire de près de 700 000 habitants et en 2020, on a collecté un peu plus de 347 000 tonnes de déchets.
Donc, l'opération Mon club de sport zéro déchet, elle s'est faite dans un contexte qui était celui d'un contrat d'objectifs déchets économie circulaire qu'on avait contractualisé avec l'ADEME en 2018 et qui s'est terminé en 2020. Dans lequel on avait notamment un objectif de réduction de nos déchets ménagers assimilés de 10% par rapport à 2010. Et dans notre plan d'action, on avait intégré une fiche action sur le sujet des éco-manifestations. Donc, le sujet des éco-manifestations, c'est assez vaste et on a décidé de commencer à mettre en place une action vers les clubs de sport, voilà, pour commencer sur ce sujet. Donc là, bon, je ne vais pas vous représenter les chiffres que Laura nous a présentés juste en introduction de ce webinaire, voilà, pour avoir une idée de ce que ça représente comme enjeu pour notre territoire. Donc l'opération pour nous c'était une expérimentation, un dispositif expérimental qu'on souhaitait lancer puisqu'il n'y avait pas eu d'opération de ce type jusqu'ici sur le territoire. Donc on visait l'accompagnement de 9 clubs de sport. Alors pourquoi 9? Parce qu'en fait ça représente un club de sport par collectivité adhérente. Et donc l'idée c'était de les accompagner durant voilà une année d'activité sportive du club, avec deux grands objectifs. Donc réduire la production de déchets, que ce soit éviter le jetable, limiter les quantités de déchets achetés d'occasion, et puis mieux gérer les déchets résiduels, voilà, sur tout ce qui concerne les pratiques de tri, les solutions de valorisation, de réutilisation. Donc, pour mettre en œuvre cette opération, donc moi j'étais en coordination de l'opération, je me suis occupée de monter le projet et de réaliser des accompagnements en collaboration aussi avec 2 autres collègues chargés de mission. On s'est répartis les accompagnements des clubs de sport. Et puis, on s'est appuyé aussi, on a la chance dans l'équipe d'avoir un infographiste qui a beaucoup travaillé sur les outils de communication pour les clubs, que ce soit affiches de sensibilisation au tri, mais aussi affiches de sensibilisation pour l'utilisation de la gourde, voilà, ce genre de communication. On a également, bien sûr, fait appel à nos syndicats de collecte et collectivités en charge de la collecte pour les temps de sensibilisation au tri et l'accompagnement sur certaines actions. Et puis, au niveau financier, bon, on avait prévu une petite enveloppe de 4 000 € pour, voilà, s'il y avait des besoins au niveau des clubs pour la mise en place de leurs actions, mais finalement, cette enveloppe n'a même pas été utilisée. Certains clubs avaient déjà des moyens financiers assez importants, d'autres ont fait appel à leur fédération et d'autres ont fait appel à nos syndicats de collecte. Donc, sur cette première opération, en tout cas, on n'a pas dégagé d'autres enveloppes financières que celles des moyens humains. Alors, donc sur la mise en place de ce projet, donc en juin 2019, il y a eu tout un travail de recherche documentaire et de rencontre de partenaires pour voilà, élaborer la méthodologie, le contenu de l'opération. Donc, on a notamment rencontré le comité départemental olympique et sportif, la DDCS et un club de sport exemplaire sur notre territoire, un club de sport, un club de badminton, pour voir comment ça s'était mis en place dans leur club et ce qu'ils avaient comme retour d'expérience à nous faire sur ce type d'opération. Donc, avec toutes ces rencontres et ces recherches documentaires, voilà, on a construit la méthodologie et mis en place les outils qui nous serviraient à réaliser l'accompagnement. Et donc ensuite, on a lancé en septembre 2019 un appel à candidature qu'on a communiqué à travers les réseaux sociaux, dans la presse et à travers nos différents contacts, le comité départemental olympique et sportif qui lui-même a communiqué aux fédérations de sport.
Et donc ensuite, en novembre, on a fait la sélection des clubs de sport. Donc on a eu 9 candidatures sur tout le territoire. Donc c'est pas, on s'attendait à plus de candidatures, mais bon après réflexion, on s'est dit que bon c'était la première opération, c'est pas une thématique qui était encore en 2019 très un sujet vraiment d'intérêt pour les clubs de sport. Et donc voilà, bon, c'était peut-être normal pour une première opération de ne pas avoir plus de candidatures que ça. Et au final, on a sélectionné 7 clubs de sport parce qu'en fait, dans les candidatures, on a eu un club assez important, l'ASM qui a 6000 adhérents. Donc, bon, on s'est dit que ça équivalait à plusieurs clubs. Et voilà, on a choisi d'accompagner 7 clubs de sport pour cette première opération. Et donc, voilà, après, on a déclenché les accompagnements à partir de novembre 2020. Et on a prévenu aussi les communes sur lesquelles se trouvaient les clubs accompagnés pour qu'elles soient bien intégrées et informées aussi à la démarche, pardon. Donc, pour démarrer les accompagnements, on demandait aussi aux clubs de sport de signer une charte d'engagement. Bon, pour des raisons de temps, là, je ne vais pas vous détailler tout ce que j'ai mis sur la diapo, mais l'intérêt, c'était qu'ils se rendent compte quand même de ce que ça a engagé en termes de temps, cette opération. Et pour nous, aussi d'avoir au moins un référent dans le club pour avancer sur cette démarche-là et bien leur faire comprendre aussi l'importance de la participation des équipes du CA et d'autres personnes du club pour la bonne mise en place de cette opération. Donc, l'accompagnement, il s'est déroulé de la manière suivante. Donc, voilà, il y avait un premier temps de prise de contact avec le référent indiqué par le club pour cette opération. Ensuite, on venait directement dans le club pour représenter la démarche à tout le conseil d'administration du club, en profiter pour faire la visite des installations et voilà, se rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il y a en place dans le club sur ce sujet-là ou pas. Et donc de faire le diagnostic de pratique du club en matière de déchets. C'était aussi le moment pour nous de présenter un panel d'action pour que les personnes du club commencent à voir plus concrètement ce qu'elles pourraient mettre en place dans le club pour avancer sur ce sujet. Donc ensuite, voilà, nous, on prenait un temps de mise au propre de ce diagnostic et ensuite, on demandait une validation du diagnostic par le club. Et ensuite, il y a une étape de questionnaire aux adhérents qu'on a mis en place. Donc, un questionnaire en ligne. Alors, on a fait cette étape de questionnaire parce que l'idée, c'était d'être à peu près sûr que tous les adhérents du club soient au courant de la démarche de leur club. Et puis, on voulait que ce soit le plus participatif possible. Donc, comme c'est assez complexe de trouver vraiment un temps en réel de rencontre avec tous les adhérents, voilà, on s'est dit qu'on allait passer par ce questionnaire numérique pour quand même recueillir leurs avis sur le sujet et leurs idées, s'ils en avaient. Et on leur présentait aussi le diagnostic qu'on avait réalisé préalablement pour qu'ils aient cette base d'information et qu'ils puissent aussi réagir par rapport à ça. Donc ensuite, on avait une autre réunion avec le bureau de l'association pour présenter le résultat de cette enquête adhérent, leur proposer le plan d'action que nous, on a imaginé par rapport au diagnostic réalisé et définir quelques actions à mener ensemble sur lesquelles on puisse les accompagner pendant l'année d'accompagnement. Ensuite, on avait prévu une étape de sensibilisation au tri réalisée par nos collectivités adhérentes
Et puis donc en parallèle, le démarrage de l'accompagnement technique à la mise en œuvre des actions. Et puis bien sûr la clôture de l'accompagnement par une réunion de bilan et des préconisations pour qu'ils puissent continuer la démarche sans nous. Donc, bon, là, je vous ai mis quelques exemples de pistes d'action qui peuvent être menées par les clubs. Bon, je vais pas non plus m'attarder sur cette slide. Je pense que voilà, à travers les différents guides que vous pouvez trouver, il y a plein d'idées. Voilà. Et donc, pour en venir au résultat de cette opération, donc les 7 clubs qu'on a accompagnés nous ont tous fait un retour positif de l'accompagnement. Alors, ah oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais cet accompagnement, cette opération a démarré en 2019. Donc, voilà, on a été vraiment très, très impacté par le Covid, puisqu'il y a eu de nombreux arrêts à l'opération et qu'on a décidé finalement de la prolonger à chaque fois, vu qu'on n'arrivait pas à la faire aboutir à cause du Covid, quoi. Donc, et bien, en fait, à ce jour, certains clubs ont terminé l'accompagnement, mais il y en a d'autres avec qui c'est encore pas tout à fait terminé. Voilà, du fait de ce contexte Covid. Mais donc, malgré tout, les 7 clubs ont quand même été très satisfaits de ce qui a pu se faire. En fait, rien que le fait de réaliser un diagnostic de leur pratique, ça leur a permis de se situer en fait sur cette thématique déchets. Et aussi d'enclencher en fait une dynamique dans leur club. De leur faire aussi penser à des actions auxquelles voilà, ils n'auraient pas eu idée sans cet accompagnement. De plus, l'enquête aussi auprès des adhérents a été une étape vraiment pertinente en fait dans l'accompagnement, puisqu'elle a permis en fait pour les référents qui pour la plupart se sentaient un peu seuls à porter la démarche de confirmer en fait l'intérêt des adhérents pour le sujet. Hein. Voilà, il y en a beaucoup au début de l'accompagnement qui doutaient de l'intérêt des autres personnes du club pour le sujet, et finalement cette étape d'enquête a permis de montrer que certains attendaient ça depuis longtemps et voilà, de les conforter dans ce choix d'action et dans le choix aussi des actions à mettre en place. Donc, ce qui a été un point un peu négatif pour nous, c'est que les actions de gestion des déchets, donc de tri, ont primé sur les actions de réduction. C'était notre objectif premier, hein, d'aller plutôt vers la réduction. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans la plupart des clubs, le tri n'était pas mis en place, et donc il fallait vraiment passer par cette première étape avant d'aller plus loin sur des actions de réduction des déchets. On a eu aussi une implication très variable des collectivités locales, hein, que ce soit des communes ou des agglomérations qui, pour la plupart, sont propriétaires en fait des équipements sportifs et donc dont l'implication est vraiment nécessaire quand il s'agit de mettre en place des équipements de tri. Il faut leur demander l'aval et puis voir aussi si elles peuvent nous appuyer là-dessus. Et donc voilà, certaines ont joué le jeu et d'autres pas vraiment. Donc voilà, ça peut être une difficulté. Et puis aussi un soutien variable des comités sportifs. Certains sont déjà bien avancés dans la réflexion sur ces sujets de réduction des déchets, de gestion des déchets. Certains mettent en place des actions de financement, d'achat de gourdes, voilà, ou ce genre de choses, alors que d'autres ne font pas grand-chose. Donc voilà, on a pu s'appuyer sur certains comités sportifs pour nous aider à avancer sur les accompagnements, et bon, pour d'autres, il a fallu faire ça. Et puis, donc par contre, on a eu un bon soutien, une implication de notre comité départemental olympique et sportif qui a bien relayé l'information et voilà, nous a aidés aussi sur ce sujet-là. En
guise de pistes d'amélioration et de conseils, donc l'implication des collectivités en charge de la collecte, elle est primordiale. Bon, pour nous, c'est assez simple puisque ce sont nos collectivités adhérentes. Mais voilà, pour d'autres types de territoires ou de collectivités qui mettent en place ces actions, voilà, c'est vraiment un partenaire essentiel dans ces démarches. Donc, associer en amont les fédérations de sport, c'est aussi vraiment un plus pour favoriser la mise en place des actions et le soutien de ces projets. Dans l'accompagnement qu'on a mené, voilà, si on a à refaire cette opération, on ajouterait en fait à la démarche un temps commun en début d'accompagnement avec un temps commun à tous les clubs de sport accompagnés pour vraiment qu'il y ait voilà, une dynamique collective, qui se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à être dans cette démarche, et un temps collectif dans lequel on intégrerait le retour d'expérience d'un club de sport pour qu'il y ait un échange vraiment de pair à pair. Parce que voilà, nous, on arrive en tant que collectivité avec une casquette un peu d'expert, et même si individuellement, personnellement, on peut avoir des pratiques sportives et donc voilà, peut-être très bien le sujet d'un fonctionnement de club, on reste avec cette casquette et les clubs de sport nous renvoient beaucoup le fait que dans leur club, ça va pas être possible de mettre en place telle et telle action pour telle et telle raison. Et donc voilà, s'appuyer sur un club de sport qui a mis en place ces actions, ça peut aussi vraiment être un plus pour leur montrer que c'est possible. Il faut aussi bien se rendre compte que ces accompagnements, ça nécessite, enfin c'est assez chronophage hein, quand même. Alors j'ai pas la notion exacte de ce que ça a représenté comme temps de travail, mais voilà, il faut prendre le temps de bien comprendre le fonctionnement du club, de faire le diagnostic de pratique pour définir ensuite les pistes d'action. Donc, en tout cas, dans un lancement d'opération, ça prend du temps. Après, bon, voilà, on peut être rodé sur la méthodologie, mais voilà, c'est quand même des accompagnements qui nécessitent du temps. Dans notre fonctionnement, nous, on s'était réparti les clubs de sport à plusieurs chargés de mission. Voilà, si c'est le cas aussi sur vos territoires, je conseillerais de se déléguer, se répartir les clubs de sport par pratique sportive, parce que du coup, voilà, quand on connaît déjà le fonctionnement d'une pratique sportive, c'est plus facile, on va plus vite après sur l'accompagnement d'autres clubs de sport. Nous, voilà, on avait des clubs de foot, de basket, de rugby, de tennis. Donc, à chaque fois, voilà, il faut se mettre dans les pratiques et qu'est-ce qu'elles ont comme contraintes les unes et les autres. Et ça nécessite un temps. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais en dernier point sur la vigilance, sur le temps de travail aussi, parce que on travaille avec des bénévoles sur des activités de loisirs. Et donc, la plupart des réunions ont lieu en soirée ou le samedi, notamment quand il s'agit d'accompagner des temps de manifestations sportives, de compétitions sportives qui ont souvent lieu le week-end. Donc, voilà, ça à prendre en compte. Voilà, et donc juste nous, les ressources utiles sur lesquelles on s'est basé pour réaliser cet accompagnement, justement le guide dont parlait Laura de Zero Waste France, et puis le guide aussi du département de la Gironde que j'avais trouvé vraiment plutôt bien fait sur les manifestations responsables. Donc là, pour la suite, nous, on envisage de relancer cette opération, mais par contre, de ne pas la porter en interne, en fait, de passer par une structure extérieure pour réaliser les accompagnements, parce que, voilà, du coup, on n'a pas suffisamment de temps en interne pour mener les accompagnements des clubs de sport. Donc, on souhaite continuer, mais par un prestataire extérieur. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci pour tous ces détails super précieux. Il y a une question d'Isabelle. Quels ont été les critères de sélection des clubs pouvant bénéficier de l'accompagnement?
Alors, on n'avait pas mis sur cette première opération énormément de critères. On leur demandait dans l'appel à candidature où ils en étaient sur le sujet. Et voilà, on a pris un temps de contact téléphonique avec eux pour bien être sûr de savoir dans quoi ils s'engageaient et de bien comprendre leurs attentes. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de critères de sélection, si ce n'est leur motivation. Ça marche. Et au niveau du financement, de l'acquisition du matériel, à la fois des clubs, mais aussi la fabrication des outils de communication, comment ça s'est passé? Qui est-ce qui a financé ça? Donc, les outils de communication, ça a été réalisé vraiment en interne par notre infographiste. Donc, voilà, c'est du temps interne à Jean, quoi. Et après, sur le financement du matériel, on est passé par nos collectivités en charge de la collecte qui ont financé ce matériel pour certaines. Certains clubs se sont aussi ont acheté en fait, ont souhaité l'équipement en gourde pour leurs adhérents et pour les équipes qui viennent en compétition lors de compétitions qu'ils organisent. Et donc là, certains syndicats de collecte ont également financé ça. Pour d'autres clubs, ça a été un financement interne sur leur budget propre, et pour d'autres, leur fédération sportive a financé ces achats-là. Donc, c'était vraiment variable d'une situation à l'autre. Sur les équipements de tri, on a aussi le plus gros des clubs, la SM, qui a lui-même en fait financé tous les équipements de tri parce qu'il avait un budget dédié. Ok, ça marche. Moi, j'avais une question aussi. Du coup, avec un appel à projet, vous avez réussi à cibler des clubs qui étaient motivés, je suppose, pour du coup s'engager dans cette démarche. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez recommencer aussi l'année prochaine, l'appel à projet, ou est-ce que vous allez essayer de cibler différemment des clubs? Alors, du coup, on ne sera pas prêt pour la rentrée 2023 pour relancer un appel à candidature, mais on vise ça, pour la rentrée 2022, mais justement, on vise pour la rentrée 2023, le temps de bien construire la démarche avec un partenaire ou prestataire. Et donc, là, on verra sur l'appel à candidature, mais peut-être qu'on va insister un peu plus sur le fait que l'accompagnement ne vise pas uniquement les actions de tri des déchets, pour essayer d'aller plus loin sur des actions de réduction. Ok, super. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions pour Emmanuel, n'hésitez pas à les signaler dans le chat. Et sinon, je vais laisser la parole à Jérôme. Jérôme, est-ce que tu es là? Oui, Ouais, super. bonjour. Merci beaucoup. De l'association Zéro Déchet Besançon, qui va nous présenter les actions de l'association spécifiquement sur les secteurs du sport, parce que c'est, je pense, le groupe local de Zéro Waste France le plus actif sur le sport. Et vous mettez en œuvre plein de choses. Donc, je te laisse nous partager tout ça. Ah, c'est trop de pression. En effet, on est une association locale de Zéro Waste France, donc à Besançon. On est alors que des bénévoles, pas de salariés, donc c'est des petites actions par rapport à tout ce qui a été présenté avant. On est quand même plutôt content de ce qu'on fait avec nos petits moyens. Donc nous, on a commencé à agir sur le sport à partir de 2020. Après, en fait, que Zero Waste France met en place leur campagne Zero Waste Sport. Donc, ça a été utile pour nous de s'emparer de ce sujet avec notamment le guide dont il a déjà des questions. Donc, on a commencé simplement en montant un petit groupe de trail zéro déchet, déjà pour essayer d'accueillir des nouvelles forces vives avec un engagement qui est plutôt simple, venir courir une fois par semaine dans les collines bisontines. On a associé ça aussi à des ramassages de déchets, donc on appelle ça les sorties jogging zéro déchet hebdomadaires. Et il y avait aussi le but, en tant que relayeur zéro sport, d'aller sur les compétitions de trail, relayer nos bonnes pratiques pour réduire les déchets à la source et aller voir les organisateurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils font, leurs engagements peut-être pour les prochaines éditions, etc. Donc ça, c'était 2020, ça a été un peu difficile vu que le Covid est arrivé, toutes les organisations se sont quasiment annulées. On a eu guère de retour et on n'a pas forcément renouvelé ça en 2021 parce qu'on avait beaucoup moins
de monde pour le faire. On a essayé avec le plus gros événement à Besançon, qui est le Trail des Forts. Bon, malheureusement, ils nous ont juste laissé faire de la sensibilisation sur l'événement, sans vouloir aller plus loin dans la démarche, malgré nos relances même cette année qui sont sans réponse. Donc, on est allé chercher une oreille attentive cette année au sein de la ville de Besançon sur un événement qui s'appelle le Raid du Fort. On leur a proposé de les accompagner sur l'événement pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour réduire les déchets pendant, avant et après l'événement. Et donc, on s'est appuyé sur le guide de Zero Waste France pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc, il y a eu des petites choses qui ont été mises en place cette année. On n'a pas fait encore le bilan, on doit le faire peut-être ce mois-ci pour voir ce qui n'a pas pu être possible, pourquoi et comment on peut faire pour avancer dans les prochaines éditions. Et à cette occasion aussi, on a participé à leur événement en mettant en place une mini recyclerie sportive. Donc c'est une recyclerie sportive mobile. On a collecté en amont du matériel via les participants de cet événement et on l'a mis à disposition voilà des passants pendant la journée. Et le but là, c'était vraiment pas vraiment de vendre, mais c'était plutôt de montrer le concept, voir si ça intéresse les gens et voir si on peut le faire en point fixe dans le futur. On a été plutôt, il y a eu de bons retours. Les gens nous demandaient où est-ce que vous êtes. Donc ils sont plutôt en attente et ça nous conforte dans l'idée qu'on aimerait installer une recyclerie sportive à Besançon. Donc là, on est au début. On va essayer de rencontrer les collectivités locales pour voir ce qu'on peut faire avec elles sur ce sujet. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on a testé un petit événement pendant nos sorties hebdomadaires. On a appelé ça le Trail des alternatives. Donc, en gros, on va amener les personnes aux différents points zéro déchet de la ville, que ce soit des commerces alimentaires pour faire du vrac, que ce soit des associations qui font de la réparation, des friperies, etc. Donc, on a eu des personnes qui sont venues et qui ont découvert voilà une dizaine de lieux zéro déchet à Besançon et qui ont été ravis. Ça, c'est quelque chose de plutôt simple à mettre en place pour les moyens qu'on a et ça fait découvrir facilement et rapidement voilà les alternatives aux personnes qui étaient intéressées. Voilà, Laura, je crois que j'ai à peu près tout dit ce qu'on faisait. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on fait ce qu'on peut avec les bénévoles qu'on a. Donc c'est pas des très grandes actions, mais voilà ce qu'on peut faire en tant que groupe local de Zéro Waste France. Merci beaucoup, Jérôme. Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi les besoins que vous auriez en tant qu'association pour pouvoir vraiment mettre en œuvre tous les projets que vous aimeriez faire sur la ville de Besançon? Ce serait d'avoir des oreilles attentives dans les collectivités. Nous, on a essayé d'aller après les élections, aller voir les élus pour leur demander des rendez-vous pour justement leur présenter ce projet de recyclerie sportive, notamment. Voilà, on n'a jamais eu de réponse. Donc déjà, ce serait un démarrage de répondre à nos sollicitations, de voir ce qu'on peut faire ensemble. On attendait d'ailleurs, avant, on n'est pas allé les voir directement. On attendait qu'ils viennent nous voir, les élus à la prévention des déchets. Et en fait, ils sont jamais venus. On a réussi à avoir un rendez-vous au syndicat de traitement de déchets où ça a été compliqué d'ailleurs. Et depuis, on n'a pas vraiment de contact. Donc bon, voilà, on attendrait déjà une relation sympa avec nos collectivités. Ce serait déjà un plus. Parce que évidemment, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on aurait besoin d'un espace pour mettre en place la recyclerie sportive, donc une mise à disposition locale où il n'y a pas de local municipaux à disposition, peut-être voilà une subvention pour nous aider au moins à payer un loyer. Bon, si on rêve, une subvention pour avoir un salarié pour faire tourner l'endroit. Voilà. Et je vois qu'en effet, il y a l'esprit équipe à Montpellier. On suit de près ce qui se passe sur le territoire. On est en contact avec le mouvement recyclerie sportive, notamment à Paris, qui veulent d'ailleurs eux impulser un projet dans le Grand Est parce que ça n'a Grand Est. Je dis Grand Est point de vue géographique par région
parce qu'on est région Bourgogne-Franche-Comté. Mais il y a rien en recyclerie sportive sur Bourgogne-Franche-Comté ou Grand Est, donc ils étaient intéressés pour éventuellement nous aider. Donc on va reprendre contact avec eux pour voir ce qu'on peut faire. Super, merci beaucoup Jérôme. J'aimerais bien donner la parole à Annie qui vient de nous dire dans le chat que justement elle faisait partie d'une recyclerie sportive à Rennes, l'équipière. Est-ce que Annie, vous voulez nous présenter en quelques minutes votre projet? Bien sûr, on vous laisse le temps de remettre votre micro. Ça marche, merci Annie. D'ici une minute, elle pourra prendre la parole. Est-ce que d'ici là, il y a des personnes qui voulaient réagir, intervenir, poser vos questions, plus largement aussi sur ce que vous avez, vous, mis en place dans vos collectivités ou les freins auxquels vous pouvez faire face? Il y a une question de Vanessa. Jérôme, pouvez-vous nous préciser quelle forme ou principe prend une recyclerie sportive? Alors c'est très précaire pour le moment. C'est un test, on fait ça depuis pas très longtemps, donc on l'a sorti qu'une première fois. Donc pour le moment, on stocke dans mon garage, voilà, 5-6 sacs cabas avec quelques habits, quelques objets, et puis on les met sur des tables et sur des portants lors d'événements sportifs. Donc, voilà, c'est assez simple comme action. Ça permet de faire de la sensibilisation puis en même temps de l'action. Donc pour nous, c'est un bon moyen de pas juste être euh, voilà, pas juste faire de la sensibilisation, mais aussi donner un moyen d'agir aux gens qui venaient nous voir. Soit en achetant, en évitant l'achat neuf, mais aussi en nous déposant des articles de sport. Et oh oui, vas-y Emmanuel. Oui, je voulais juste compléter par rapport à ça. Sur les territoires où il n'y a pas de recyclerie sportive ou même à Paris, la ville est tellement grande que les clubs peuvent pas forcément se déplacer. Nous, ce qu'on recommande, c'est soit que le club il organise sa propre braderie du sport à l'ancienne pour que les adhérents puissent s'échanger le matériel entre eux. Il y a aussi des clubs qui ont opté pour acheter, eux, du matériel de qualité et le louer à leurs adhérents pour permettre d'allonger la durée de vie du produit. Et puis sinon, si ce n'est pas possible, on peut juste créer un système de mise en contact en ligne en créant un fichier Excel où les gens disent ce qu'ils ont à donner, en quelle taille, au sein du club, pour que les gens puissent se contacter comme ça et s'échanger, notamment pour les enfants qui grandissent très vite. Il y a beaucoup de matériel qui peut être échangé au sein du club. Voilà, si jamais vous avez des idées. Super, merci Emmanuel. Je pense que Annie peut prendre la parole maintenant. Oui, bonjour. Donc en effet, ici c'est l'équitière, donc c'est une ressourcerie sportive. Vous m'entendez bien? Oui. Donc on est une ressourcerie sportive à Rennes qui existe depuis. Le projet a été créé il y a 2 ans par ma collègue, par une collègue Estelle Rubéillon. Et puis on a ouvert une boutique solidaire. Voilà, une boutique il y a 1 an maintenant, d'abord dans des locaux temporaires, et puis comme ça marchait bien, et on s'est installé là, voilà, dans d'autres locaux à Rennes. Voilà, donc je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Précisément, je sais pas si voilà, vous avez des questions précises. Vous avez cité en effet d'autres ressourceries sportives qui existent, comme la recyclerie sportive à Paris, les équipes en effet à Montpellier. Il y a Supporter à Nantes, je ne sais pas si ça a été cité aussi, avec lesquels on est en contact également, parce qu'en effet, il n'y a pas encore beaucoup de ressourceries sportives dédiées au matériel sportif qui existent en France. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions du coup précisément, peut-être sur le fonctionnement qu'on a nous aujourd'hui ou.
Il y a Jérôme qui vous demande si vous avez justement un soutien de la collectivité pour la mise en place et sous quelle forme? Alors oui, il y a différentes formes de soutien. Nous, à Rennes, on est quand même plutôt favorisés parce c'est une métropole qui est, qui essaie de faire pas mal d'efforts sur le réemploi. Donc en soutien, il y a des soutiens financiers, il y a des subventions dédiées au réemploi à Rennes, donc c'est pas spécifiquement pour nous la ressourcerie sportive, mais même pour tous les acteurs du réemploi. Il y a des discussions sur des plateformes de réemploi au niveau de la métropole. Il y a tout un réseau en fait du réemploi métropolitain rennais. Les locaux qu'on occupe aujourd'hui ont été mis à disposition par la ville de Rennes. Donc voilà, ça s'accompagne en effet par différentes formes de soutien, du soutien financier par la ville, par la collectivité, du soutien matériel, voilà, avec le local mis à disposition, et globalement une motivation et une forte on a aussi ici une des formes de soutien, c'est que on a eu accès à un gisement en déchetterie, donc on a accès à une déchetterie directement où ils nous trient le matériel sportif. En fait, dans la ville de Rennes, dans la collectivité rennaise, il y a les 3/4 des déchetteries qui sont équipées de caissons réemploi et donc tout ce matériel collecté en vue du réemploi et redistribué aux acteurs rennais du réemploi. Et depuis quelques mois, on a accès, nous, directement au gisement sportif d'une de ces déchetteries. Et ça, c'est vraiment grâce à la collectivité et qui a en effet soutenu notre projet et demandé aux gestionnaires des déchetteries de nous donner accès. Et en termes de qualité de ce que vous récupérez, comment c'est? C'est très bien. Alors, dans les déchetteries particulièrement ou globalement? Globalement? Globalement, c'est plutôt bien. J'ai pas toutes les statistiques en tête parce que on n'a pas de ce qu'on a collecté, on n'a pas tout vendu, on a encore du stock, mais on rejette très peu en fait. On a un taux de réemploi qui est quand même assez intéressant, assez élevé. Quand on récupère en apport volontaire, bah là, on fait du tri à la source, en fait, parce qu'on regarde directement avec que ce soit des particuliers ou des collectivités, des associations, on regarde quasiment avant de collecter la qualité du matériel et en tout cas le bon état. On demande à ce que ce soit en bon état, propre, fonctionnel. Et quand on récupère en déchetterie, bah là, il n'y a pas forcément autant de tri qui est effectué. Donc, on retrie en arrivant à la boutique, dans l'espace de tri. Mais voilà, on a un taux de réemploi je sais, j'ai pas voilà, on a collecté depuis le début du projet. Donc, au départ, il y a surtout une phase de collecte, en fait, justement. Et après, je vais répondre à la question de Noémie sur le chat. Mais il y a surtout une phase de collecte avant de pouvoir commencer à revendre, à redistribuer le matériel. Donc, on a collecté plus de 8 tonnes depuis le début du projet et on a remis soit en déchetterie, soit au relais quand c'est du textile, quelques kilos, une centaine de kilos. Donc, pour l'instant, le reste a été soit vendu, soit et on l'a encore en stock. Mais, c'est un taux de réemploi qui est sur le sport qui est assez important. Ouais. Et du coup, la question de Noémie, comment vous y êtes pris pour récupérer des équipements sportifs directement auprès des associations sportives? Il y a différents types de collectes. Donc, en effet, au départ, il y a eu beaucoup la collecte avant l'ouverture de la boutique était plutôt auprès des associations sportives, des collectivités. Voilà, et en fait, on a mis en place des partenariats. Donc voilà, même encore maintenant, il y a les associations sportives qui peuvent venir nous donner volontairement du matériel. On a un partenariat qui est très fort avec une ressourcerie généraliste à Rennes, qui du coup, elle collecte à la fois en apport volontaire des particuliers et à la fois en déchetterie dans d'autres déchetteries auxquelles on n'a pas accès directement.
et nous met de côté, cette ressourcerie généraliste nous met de côté tout le matériel sportif que nous revendons. De la même façon, tout ce qui est vélo, cycle, et c'est redistribué à une autre ressourcerie qui est dédiée au vélo à Rennes. Donc même nous, si on a des petits vélos, des vélos en apport volontaire, on va les redonner à cette association, à cette ressourcerie dédiée au vélo. On collecte via ces partenariats en fait avec des ressourceries généralistes, en déchetterie directement et en apport volontaire des particuliers ou des associations sportives. Mais les associations aujourd'hui, c'est pas la majorité finalement. Super, merci beaucoup Annie. Éléonore propose de présenter le fonctionnement des ressourceries mobiles du REFER. Est-ce que vous voulez nous présenter en quelques minutes? Si Éléonore est là, vous pouvez, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, je laisse la parole plus globalement s'il y a des questions. Oh, pardon. En fait, est-ce que je peux juste prendre une minute le temps de m'installer dans une pièce à part? Oui, bien sûr. Allez-y. Super. C'est vrai que je vous donne la parole sans avoir prévu d'intervention spécifique. Alors déjà, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience à partager en attendant Éléonore? Oui, je suis disponible. Super, merci. Oui, pour ce qui est du REFER, j'ai participé une fois à une ressourcerie mobile avec la ville de Clichy. Et en fait, le REFER avait donc obtenu que la ville de Clichy leur prête un local dans cette ville. Et ensuite, plusieurs dates de collecte ont été définies dans différents lieux de la ville, dans l'espace public. Donc, il y a eu de la communication faite par la mairie via le journal de la ville, via de l'affichage en ville sur des grandes banderoles et sur leurs réseaux sociaux. Et donc voilà, à ces différentes dates, des stands ont été installés avec Barnum. Là, en l'occurrence, ce n'était pas uniquement sur la question du sport, mais c'était vraiment une ressourcerie générale avec les différents objets que l'on peut trouver dans une ressourcerie. Mais donc, l'idée était que sur un créneau horaire qui avait été indiqué dans cette communication, les gens viennent déposer les objets en question. Et donc, sur place, on avait différents panneaux qui permettaient de déjà trier les objets par thématique. Donc, par exemple, petite électronique, jouets, livres. Et chaque objet apporté était pesé sur le moment. Donc, ce qui permettait à la fin de chaque demi-journée de collecte de savoir quel était le poids des objets collectés. Et donc, dès le début de l'opération, ce qui avait été indiqué, c'était qu'il y aurait une boutique éphémère qui se tiendrait à la fin de toute cette période de collecte. Et donc, la vente s'est faite sur une place relativement centrale de la ville de Clichy, près du marché, et donc sous des Barnum, avec des tables qui étaient disposées en U de façon à ce que l'on puisse à peu près gérer les flux de personnes, parce qu'en réalité, la vente a commencé en fin de matinée, donc à l'heure à laquelle les gens quittaient le marché et donc étaient assez... c'était sur le passage.
Et donc voilà, en fait, après, ça se présente un peu comme la forme d'une brocante, hein, c'est assez similaire, donc avec des prix qui avaient été indiqués pour chaque catégorie d'objets. Et voilà à peu près ce que je peux dire. Super, merci beaucoup, Éléonore. Il est 11h43, alors je vais pas voilà, prendre plus de temps que ça à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous donne, du coup, je vous rappelle quelques ressources. Le site de l'Agence parisienne pour le climat, www.sport0plastique.com. C'est bien ça, Emmanuel. Et en autre ressource aussi sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le site du défi Rien de Neuf de Zero Waste France. Nous, on invite le grand public et les citoyens à s'engager à ne rien acheter de neuf pendant 1 an, et notamment dans le secteur du sport. Donc, on a toute une liste d'alternatives aux achats de neuf dans les équipements sportifs. Aujourd'hui, on a 40 000 participants et notre objectif, c'est de partager ce défi le plus possible pour montrer que en fait, les citoyens sont aussi engagés sur la question et qui peuvent être en fait des soutiens et des relais pour les actions, notamment des collectivités. Vous avez aussi le guide dont on a parlé, Mon événement zéro déchet. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous, Zero Waste France, on est disponible pour répondre à toutes vos interrogations, vous partager des ressources ou des contacts. Vous pouvez nous contacter à territoire avec un s @zerowastefrance.org. Et donc, le site d'Emmanuel, c'est bien .fr, sport0plastique.fr. Voilà, vous aurez aussi le replay du webinaire sur notre site de The Race France dès la semaine prochaine, avec un récap de tous les retours d'expérience inspirants que les intervenants nous ont partagés aujourd'hui. Et je vous tiendrai informé des prochaines matinées techniques à venir en septembre. Voilà, un grand merci et puis à très bientôt pour de nouveaux échanges. Très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.